Alors, il ne s'agit pas de refaire Villeneuve, mais vraiment de se focaliser sur les images et comment elles sont montées, quel est le commentaire, la musique et ce qui est dit, enfin, vraiment voir d'un strict point de vue de montage d'images, ce qui a été proposé comme vision du quartier. Voilà. Pour les règles du jeu, chacun intervient quand il le souhaite, et on arrêtera à ce moment-là la diffusion du reportage et chacun peut intervenir. Nous, on a repéré des moments clés, et à ce moment-là, nous, on arrêtera, enfin, moi, j'arrêterai le reportage. Et voilà. Jérôme Berthaud qui est avec nous, c'est un chercheur, sociologue, qui a travaillé sur le traitement des banlieues au journal télévisé de 20h et qui a fait une thèse et ensuite un livre qui s'appelle La banlieue du 20h. Nous avons voulu comprendre comment un tel déchaînement de violence a pu venir de cette cité. Une cité qui s'est révélée idéale, un modèle d'architecture plus humaine, de la mixité sociale, du sport, de la culture au cœur du quartier. La Villeneuve vient de fêter cette année ses 40 ans. Aujourd'hui, là-bas, près d'un jeune sur deux est au chômage, des dégradations et des violences augmentent. Alors, qu'est devenue l'utopie? Amandine Chambellan a passé plusieurs semaines à la Villeneuve. Regardez son document, elle répondra ensuite aux questions de Françoise. Moi, je vais en fait, c'était sur la présentation. En fait, il est jeune, alors qu'il a été tourné en février. Et en plus, enfin, moi, me heurte le fait qu'elle dit « Nous allons revenir sur un fait divers ». Pour nous, ça a été, et comme pour le quartier des Chirolles, et le quartier Villeneuve-et-Chirolles et Villeneuve-Grenoble, ça a été un drame terrible. Et voilà. Et comment on en arrive à présenter un reportage en plus qui ne parle même pas du phénomène. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce reportage a été tourné en février, qu'ensuite il a été présenté au moment de la date, un an après le meurtre de Kevin et Sofiane. Et surtout, telle qu'elle présente le reportage, elle présente comme sujet de reportage un an après, on revient sur ce fait divers, entre guillemets, puisque ça n'en est pas vraiment un. Et c'est pas l'objet du reportage, puisqu'il n'en est pas question après. Donc c'est vraiment une présentation d'un sujet qui ne sera pas traité. C'est une accroche assez sensationnelle, présenter quelque chose qui ensuite elle me dira n'est pas possible de traiter. Voilà. Pardon. Moi, je n'ai pas apprécié les micro. L'une, la boîte aux lettres et la vitre cassée. C'est tout. C'est déjà un parti pris de zoomer sur une boîte aux lettres cassée, alors que les boîtes aux lettres ne sont pas cassées à la Villeneuve, ou rarement. Et la vitre cassée, c'est partout. Oui, tout à fait. En fait, il y a 4 images qui sont données du quartier. L'image en rond, en bas du 150, qui est plutôt assez sombre. Et ensuite, les boîtes de lettres cassées et les vitres cassées. Donc, avant même qu'il y ait un discours sur Villeneuve, il y a déjà des images qui induisent le fait que dans ce quartier, il y a beaucoup d'incivilité, de dégradation, et qu'il est en mauvais état. Oui, je voulais dire aussi, moi je suis frappé aussi par le mensonge dès le départ. Déjà, le titre de l'émission, envoyé spécial, puisque ce n'est pas un envoyé spécial, c'est quelqu'un qui vient proposer quelque chose. Il n'y a rien d'un envoyé spécial. Ce n'est pas les gens, les réalisateurs de cette émission qui renvoient quelqu'un sur place, c'est quelqu'un qui propose un sujet. Et là-dessus, il y a un mensonge permanent. Nous avons envoyé nos reporters. C'est pas vrai. Ils n'ont pas envoyé le reporter. Ce ne sont même pas le reporter. Ce sont des gens qui sont en général indépendants. Et ça me frappe de tout ce mensonge qui est... L'important, c'est que ça ne se voit pas, quoi, en gros. Ça me rappelle un peu des émissions avec Poivre d'Arvor, qui avait beaucoup plus été gêné par le fait que ça se voyait que par le fait qu'il avait bidonné son temps.
image de boîte aux lettres, une image de vitre cassée, il faut le rapporter aux milliers de boîtes aux lettres de la Villeneuve et les milliers de vitres qu'il y a. Et ça, c'est des exagérations, on va la trouver tout au long du document. Les mères, ça va être une famille. Les jeunes, ça va être peu aussi. Enfin, tout est dans l'exagération facile. Voilà, encore des réactions? Moi, c'est déconseillé au moins de 10 ans. Oui, aussi, également. Oui, ça va faire peur. Attention, accrochez-vous. Voilà. Il est 22 h au sud de Grenoble, au pied des tours de la Villeneuve, un des quatre. Le soir, des bandes prennent possession des lieux. Le premier appel concerne un incendie de véhicule au pied des immeubles. À la Villeneuve, la police intervient 2 à 3 fois par semaine pour des départs de feu volontaires. C'est fréquent, et puis par période, il y en a plusieurs par nuit. Ah, claque, hein. Ça, il est pris comme il faut celui-là, il m'a cassé l'oreille. L'an passé, 125 voitures ont été brûlées. La Villeneuve est une enclave. Le quartier est exclusivement piéton et vit replié sur lui-même. La difficulté, c'est de rentrer dans le quartier. Voilà. Exactement ce qu'on disait. Allez, venez tirer là, monsieur. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, donc, la voiture brûle avenue de Constantine. Et là, il n'est plus du tout avenue de Constantine, il est au pied de la galerie d'Arlequin. Il est sûrement, effectivement, victime d'un jet de pierre, j'en sais rien. Mais c'est plus au même endroit. Donc on a l'impression que c'est au même endroit là où la voiture a brûlé, mais c'est plus au même endroit. Une fois à l'intérieur, la Villeneuve a des allures de forteresse. La configuration des lieux rend toute opération policière difficile. Le quartier est une succession de galeries et de couloirs. En hiver, c'est ici que se déroule squat et trafic. Pour nous, c'est très difficile d'intervenir ici. Ah, c'est très difficile parce que c'est un vrai labyrinthe. On s'y perd très facilement. Tout à coup, les policiers se... Sur l'image, les premières images des coursives, qu'est-ce que vous avez des choses à dire? Cible de l'agglomération, se joue une guerre de territoire entre jeunes et policiers. Voilà, on rentre vraiment au cœur de la Villeneuve, là où les émeutes en juillet 2010 ont commencé. Cette nuit, nous serons aux côtés de Jérôme et Christophe. Membres de l'unité canine, ils connaissent bien la cité. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces premières images? Enfin, qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Voilà. La cité. Voilà. C'est un quartier dangereux, il faut toujours faire attention. Alors, voilà. Souvent, on dit qu'on marche avec... C'est une des premières phrases aussi, c'est un quartier dangereux, il faut toujours faire attention. Il y a déjà des commentaires. Est-ce que vous vous rendez compte que quand quelqu'un parle, on ne le voit pas parler? Dans les policiers là, soit on voit l'homme qui conduit mais on ne voit pas celui qui parle, on ne sait jamais qui parle. On n'a jamais la question de la journaliste non plus. Donc c'est déjà dans quelque chose d'assez subjectif tout de suite. Moi je trouve que aussi c'est vraiment une des images qui montre vraiment le journalisme embarqué dans la voiture et qui du coup donne le point de vue à partir des forces de police, quoi. Donc là c'est vraiment le point de vue, c'est vraiment le journalisme embarqué et c'est à partir de leur point de vue, c'est comme si juste elle est derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé également, on peut vraiment les rapprocher avec tout ce qui a été fait, toutes les images produites en juillet 2010, où c'est aussi du journalisme embarqué. Tout le temps, le journaliste est derrière les flics, et c'est les flics qui donnent la vision du territoire aux journalistes. Et c'est cette vision qu'on retient.
Si vous remarquez, on entend ici, on arrive vraiment au cœur du quartier. Or, ils sont en voiture. Et peu de temps après, elle dira c'est un quartier exclusivement piéton. Moi, je pense que pour aller au cœur d'un quartier piéton, il faut piétonner, il faut marcher. Ici, ils sont au bord. Ça rejoint ce que tu dis. Pareil. C'est un film. On est habitué des émissions d'envoyé spécial. Moi, je regarde presque couramment. Et envoyé spécial, comme ça a été dit tout à l'heure par M. Christophe, c'est quelqu'un qui va dans une ville, dans un pays, dans une région. Il va décrire quelque chose qui est réel, quelque chose de quotidien, de la vie d'une population, de la vie d'un quartier, de la vie d'une école, d'une société, d'une structure, etc., etc. Alors là, dès les premières images, on voit la police. Cela veut dire qu'il y a eu un montage avec la police. On ne peut pas imaginer, dès qu'elle arrive, elle trouve un camion de police qui se traîne dans le quartier. Alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a une implication de la police? Il faut se poser cette question. On ne peut pas imaginer, elle arrive, un reporter, il fait un reportage, il trouve tout de suite devant lui un camion de police, il monte avec, il commence à parler. Voilà, c'est tranquille. Voilà. Alors moi, par rapport à ça, la question que je me posais, c'était puisqu'il y a de nombreuses personnes qui ont été interviewées sur le quartier et qui ne reconnaissent pas du tout, quand elles sont mises en scène, ce qu'elles ont pu dire, est-ce qu'on pourrait aussi poser la question aux policiers, est-ce qu'ils retrouvent là-dedans ce qu'eux ont présenté de leur travail et de leur perception du quartier, puisqu'on a réussi à faire dire à des gens le contraire de ce qu'ils voulaient faire passer comme message. Donc plus tard, vous allez voir qu'ils passent en voiture, on a l'impression d'une seule scène qui se poursuit avec un dialogue, ce qui n'est pas du tout le cas. À un moment, elle est au 30, après elle est avenue de Constantine, après ils sont au 150, et pourtant il y a un sentiment d'unité, et c'est pas du tout le cas. Donc il y a au montage quelque chose qui est fait et qui est facile à faire puisque c'est dans le noir, d'une impression d'unité, alors qu'elle a créé cette unité, qu'elle n'existe pas. Donc je ne sais pas ce qu'en disent les policiers. Continue. Micro là-bas. Du coup, on a, avec une équipe de 3 étudiants en cinéma documentaire, on a filmé des personnes qui étaient dans le reportage et qui ont pu dire ce qu'elles avaient vraiment envie de dire. Et je veux bien, avec cette équipe-là, essayer de proposer de rencontrer ces policiers si on arrive à les retrouver. Mais après, on verra ce que ça peut donner. Mais je veux bien me mettre sur la piste vu qu'on a déjà commencé par un biais. Le soir, des bandes prennent possession des lieux. Le premier appel concerne un incendie de véhicule au pied des immeubles. À la Villeneuve, la police intervient 2 à 3 fois par semaine pour des départs de feu volontaires. C'est fréquent, et puis par période, il y en a plusieurs par nuit. Il est pris comme il faut celui-là, il m'a cassé l'oreille. L'an passé, 125 voitures ont été brûlées. La Villeneuve est une enclave. Le quartier est exclusivement piéton et vit replié sur lui-même. La difficulté, c'est de rentrer dans le quartier. Voilà. Exactement ce qu'on disait. Allez, venez tirer là, monsieur. Alors je ne sais pas si vous voyez là, donc, la voiture brûle l'avenue de Constantine. Et là, il n'est plus du tout avenue de Constantine, il est au pied de la galerie d'Arlequin. Il est sûrement, effectivement, victime d'un jet de pierre, j'en sais rien. Mais c'est plus au même endroit. Donc on a l'impression que c'est au même endroit là où la voiture a brûlé, mais c'est plus au même endroit. Une fois à l'intérieur, la Villeneuve a des allures de forteresse. La configuration des lieux rend toute opération policière difficile. Le quartier est une succession de galeries et de couloirs. En hiver, c'est ici que se déroule squat et trafic. Pour nous, c'est très difficile d'intervenir ici. Ah, c'est très difficile parce que c'est un vrai labyrinthe. On s'y perd très facilement. Tout à coup, les policiers se... Sur l'image,
images, là, les premières images des coursives, est-ce que vous avez des choses à dire? C'est dans le noir, là, je ne sais pas comment il faut une accroche pour tenir le spectateur. Oui, le spectateur, on a l'impression qu'il faut qu'il maintienne un rythme, une musique, tout est fait pour, comme si c'était un film policier qu'on suit, où est-ce qu'on va, pour des choses qui sont vraies. Le vocabulaire est beau, un film d'action. galerie, couloir, poêle, graphique, labyrinthe, enclave, bande, Villeneuve. C'est vrai. Replié sur lui-même, des bandes, incendies, des feux, plusieurs feux par semaine, des voitures volées. Même le fait que ça soit piéton, c'est une calamité. Oui, c'est un vrai bonheur. Aussi, quand même, l'impression, c'est que dans nos coursives, il y a une seule personne qui peut passer, on ne peut pas se croiser. Il prend toute la place, le policier, dans la coursive. Alors, je ne sais pas s'il y a un effet de caméra, comment c'est fait, mais moi j'avais l'impression que tout d'un coup c'était un couloir, c'était plus une coursive. Et puis, si on revient sur les mots qui sont employés, il y a une phrase qui est extraordinaire. La ville avec une enclave, le quartier est exclusivement piéton et il est replié sur lui-même. C'est-à-dire est associé le fait d'être un quartier piéton et de vivre sur lui-même. Le centre-ville est un quartier piéton aussi, il est replié sur lui-même. Il y a plein de contre-exemples comme ça. Et qui montre que le discours est construit sans relecture quasiment. Donc, on dit n'importe quoi pour faire une phrase. On n'emploie pas n'importe quel mot quand même. Non. Oui, bien sûr. Enclave, replié, forteresse, succession de galeries, squat et trafic. Et labyrinthe. C'est quand même des mots très, très connotés. Quand on entend ça et qu'on n'est pas du quartier, on se demande bien là où on est, dans quoi on nous emmène. Et puis, si on reprend la phase du début, il est 22h au sud de Grenoble, au pied des tours de la Villeneuve. Bon, déjà, les tours, il n'y a pas de tours, il y a des bâtiments, oui, pas de tours. Et se joue une guerre de territoire entre jeunes et policiers. C'est-à-dire que là, le sujet du film, il est replié sur c'est le cas de dire, il est replié sur la guerre entre les jeunes et les policiers. C'est comme ça qu'est abordé le documentaire, sur quelque chose de très restrictif. Donc ça induit effectivement pour le spectateur une lecture dirigée, en quelque sorte. Oui, replié sur lui-même, moi je crois que enfin il me semble, quand j'ai vu ce film, que ça prépare à la fin du film où ils disent qu'une des solutions c'est pour ouvrir le quartier, de détruire c'est le numéro 50, non? Oui. C'est ça. Donc en tout cas, ça fait partie des solutions proposées à la fin pour l'ouverture du quartier. Et il me semble que cette phrase, elle prépare ça. Enfin, moi je l'ai vécu comme ça. On continue? Oui. Nicole? Nicole? Je trouve que replier sur lui-même, c'est un argument qu'on entend très souvent, y compris de la part de responsables de la ville, mais c'est une image qui est jamais questionnée. C'est-à-dire que je trouve que plutôt que de comment dire, démonter de façon aussi simpliste, c'est-à-dire de dire l'inverse, il serait intéressant de questionner où est-ce que les gens font leurs courses, puisqu'en même temps il n'y a plus de commerce de proximité, donc il faut bien qu'ils sortent. Où est-ce que les gens fréquentent leurs amis, leur famille, où, etc., etc. Parce que c'est une image qui nous colle à la peau, y compris chez des collègues habitant d'autres quartiers qui nous disent le défaut de la Villeneuve, c'est que vous êtes entre vous, vous n'en sortez pas, vous êtes repliés sur vous-même, c'est un ghetto, etc. Toutes ces images nous collent à la peau, y compris de la part de gens qui n'ont pas d'idées vraiment préconçues et qui se contentent de ce cliché. Et je pense qu'il faudrait le questionner de façon très concrète pour le démonter, parce qu'on sait que c'est faux. On sait que les jeunes ils vont fréquenter éventuellement même d'autres bandes dans d'autres quartiers, que les familles fréquentent leurs amis ou leurs familles dans toute la ville, etc. Mais il faut le démonter de façon, il me semble, assez
précise. Merci. Je ne connais pas du tout en décryptage audiovisuel. La question que je me pose, c'est est-ce que le son, enfin le commentaire a été fait avant et les images filmées après? Parce que c'est souvent comme ça à la télévision. Si vous regardez certaines émissions à thème, ils font leur trame, ce qu'ils ont à dire, et après il faut intervenir des gens pour illustrer leurs propos à eux. Donc je me demande ce qui arrive en premier, si c'est le reportage en images ou si c'est d'abord la trame qui a été faite de commentaires et après ils ont illustré. Et puis c'est passé, mais moi ce qui me venait à l'idée par rapport aux journalistes dans la voiture de police, c'est un journaliste embedded, comme on les appelle, c'est-à-dire ce serait la guerre quoi, à la Villeneuve, et les journalistes ont très peur. Et ça me fait penser pendant les émeutes, qu'à mon avis la police a déclenché volontairement. Un jour j'étais dans la galerie et il y avait un jeune journaliste irlandais, qui s'est présenté comme ça, qui était derrière un pilier. Et quand il a vu une femme vieille, il s'est dit « Oh là là, je peux y aller ». Et il m'a dit ben moi je voudrais faire un reportage sur la Villeneuve, mais j'ai peur. Et je lui ai dit « Écoutez, moi j'habite pas la Villeneuve, vous voyez, je m'y promène vraiment sans aucun problème, et n'ayez pas peur, personne ne va vous agresser ». Et ça me fait penser à ça, c'est-à-dire ils font appel à la police parce qu'ils ont peur. Ouais. On se trouve face à une quinzaine de jeunes. Ils ont fumé du cannabis et bu de l'alcool. Les policiers sont pris à partie et notre équipe est insultée. Nous préférons poser notre caméra. Les policiers vont laisser repartir les jeunes, mais la situation va s'envenimer. Voilà, maintenant ils vont se mettre loin, ils vont nous caillasser. Bon, des réactions là par rapport à cette séquence? On se disait que, donc moi j'habite à Villeneuve et je suis dans une montée un peu stratégique, il y a souvent des jeunes en bas. J'ai jamais vu de policiers qui débarquaient avec des chiens. Donc j'aimerais bien, moi dans ma coursive, il y a eu comme ça des visites, mais jamais vu de chien. Alors est-ce que c'était pour, puisqu'il l'a annoncé au départ que c'était, ce qu'il ne faut pas oublier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le jeune qui avait été tué, bon, qui avait les Kalachnikov, enfin, qui avait déclenché, comme disait la dame, les émeutes, il ne faut pas oublier que c'était les trucs canines qui étaient aussi au départ. Par contre, là on a entendu les chiens, mais on ne voyait pas, on voyait que les gens de la BAC. Parce que moi j'habite juste au-dessus où ça s'est passé. Hein. Et c'était juste cette fois-là, mais en tout cas, moi en ce moment je vois beaucoup de policiers qui se baladent. J'ai encore jamais vu avec des clébards dans les courses. Là-bas. Aussi, quand un journaliste dit que les policiers ont décidé de les laisser repartir, est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour qu'ils les retiennent? Est-ce qu'ils ont commis un acte violent? Est-ce qu'ils ont commis quelque chose pour pouvoir dire qu'il ne faut pas les laisser repartir? Et ça laisse l'impression qu'on a un sentiment d'impunité envers ces jeunes-là. Pourquoi? Pourquoi donner ce sentiment-là? Ils ont l'air de se scandaliser que les jeunes refusent de se laisser filmer, alors qu'ils viennent de dire qu'ils avaient fumé et bu. À mon avis, refuser de se faire filmer, c'est tout simplement le droit à l'image, mais apparemment les jeunes n'y ont pas droit. Oui, et puis à mon avis, il y a aussi quelque chose qui n'a pas été pris en compte, c'est l'influence de la caméra sur cette scène. Le fait qu'il soit filmé des deux côtés, aussi bien du côté des policiers que du côté des jeunes. C'est-à-dire qu'il me semble qu'à un moment, ils sont tous en train de justifier leur présence et de se défendre leur position. Et ils sont mis en scène, et malgré eux peut-être, parce qu'il y a une caméra, en tout cas, ils se mettent en scène et il s'agit de ne pas perdre la face. Et donc,
la caméra induit une situation de conflit, à mon avis. Voilà. Juste pour peut-être qu'on peut citer là un courrier qu'on a reçu de quelqu'un qui disait que, à l'exemple de certains endroits, notamment en Palestine, un caméraman était venu et il avait rangé sa caméra au moment de l'intifada, et quand il sortait la caméra, les gens se mettaient à jeter des pierres, et puis quand il rangeait la caméra, les gens arrêtaient de jeter des pierres. Donc ça veut dire que la caméra fabrique l'événement, tout simplement. Dans le parc, il commence à prendre pour cible les policiers et leur lance des pierres pour les déloger du quartier. C'est la première image de notre parc qu'on trouve si beau. Un grand trou noir, voilà. Ça, c'est un gros projectile. Hop. Ouais, ce genre de choses. Bon, après, pour une lancée de 100 mètres, on fait un micro, on y va. Jérôme a décidé de réagir. Avec ses coéquipiers, il charge pour disperser le groupe. Donc maintenant, c'est nous qui nous sommes réappropriés leur terrain. Je trouve complètement surréaliste la charge des policiers qui, allez les mecs, on y va, dans le noir, devant on sait pas qui, devant faire quoi, et en plus elle l'appelle Jérôme, le garçon. C'est pas le capitaine machin ou le gendarme bidule, c'est Jérôme. C'est quand même dément, quoi. Et c'est filmé caméra à l'épaule alors qu'elle court. Donc ça induit aussi une... ça fait, voilà, de l'action et puis de la tension. C'est pas la caméra est posée, elle assiste à quelque chose, elle est extérieure, elle est complètement partie prenante de l'événement et il n'y a aucun recul. Et on est encore dans le... Mais de toute façon, toute cette partie-là, elle est de nuit. Bon, maintenant, on va attendre. C'est une guerre de territoire, exactement. Alors Ma première nuit à la Villeneuve, elle a induit la question, elle a induit la réponse, elle a posé une question, c'est une guerre de territoire. Il répond, oui, c'est une guerre de territoire. Juste le truc d'avant, on l'a vu, c'est une patate. Oui, c'est une patate. C'est pas une pierre, c'est une pomme de terre. C'est comme si, des fois, il y a des tomates qui sont jetées. C'est une patate. On peut retourner en arrière. Oh là là, moi je savais que c'était une pomme de terre. Elle est à moitié épluchée, elle est en train de faire sa soupe. Le bandit. Oh là là, il fait la soupe, le bandit en train de manger. Dans la réalité, c'est bien de préparer comme ça. Ah oui, mais c'est j'ai tout de suite pensé que c'était une pomme. C'est pas un caillou. Non seulement il fait nuit, on est dans le noir, tout ça, mais depuis le début, et pendant au moins la bonne moitié du reportage, ah ben voilà, tout d'un coup il y a de la lumière qui arrive. Mais on est en fait avec la caméra à l'épaule et on a un découpage extrêmement découpé, qui est extrêmement angoissant. En fait, le but est de faire de l'angoisse. Moi je regarde du Hitchcock là. Ah non, c'est du Hitchcock. Est-ce qu'on sait combien a duré cette première partie extrêmement noire? 45 minutes. Pardon? Voilà, la trouille est installée. Elle a duré. La trouille et l'angoisse est installée. Maintenant, 3 minutes 44 secondes. Ah oui. Voilà. C'est long. 3 minutes 47 secondes. C'est peut-être que tu m'arrêtes là quand on était. On était dans le noir déjà. Ma première nuit à la Villeneuve m'a donné à voir un quartier secoué par la violence. La Villeneuve a été construite au sud de Grenoble en 1973. C'est simplement pour rajouter, on a arrêté personne, et là on voit quelqu'un qui parle.
Et ce qui fait dire que, en fait, ces images-là, elles proviennent certainement de plusieurs soirs où ils sont venus. Bah oui. Mais c'est pas une unité de lieu servant, mais pas de temps. Hein, voilà. Et en plus, on ne peut pas filmer les flics sans autorisation de la préfecture. Ah oui, bien sûr. Des barres d'immeubles et des kilomètres de béton. 1 km 4. Aujourd'hui, 14 000 habitants y vivent. C'est une ville dans la ville. À ses débuts, le quartier faisait figure de cité modèle. Aujourd'hui, il est synonyme d'échec et de ghetto. Vous avez vu le ghetto, c'est ça? Mais la Villeneuve mérite-t-elle vraiment sa mauvaise réputation? Pour comprendre ce qu'il se joue à... Voilà. Et puis surtout sur les habitants qu'on voit. Jusqu'à présent, on n'a vu que des femmes voilées, ou des hommes avec des cagoules, ou des gens qui sont de dos. Il n'y a pas de visage humain qui est posé sur les habitants. Nous sommes des ombres. Et ça déshumanise aussi beaucoup l'approche qu'on peut avoir. Il ne peut pas y avoir vraiment d'empathie avec les habitants de la Villeneuve ou d'identification, puisqu'il n'y a personne. Et ben voilà, c'est une femme, c'est elle se met en scène, et c'est un visage humain. Et nous, les habitants n'ont pas de visage humain. Au nombre de ces tours, j'ai décidé de rencontrer ses habitants. Elle se demande aussi si la Villeneuve mérite tant que ça sa réputation. Ça induit que dans son reportage, elle essaye de voir des choses qui pourraient être à l'origine de cette réputation et voir si elles sont fausses ou pas. Dès le départ, après la nuit, une fois que le jour arrive, elle nous dit qu'elle va se poser des questions, elle le sous-entend sur la réputation vraie ou fausse de la Villeneuve. Mais ce qu'elle nous sert après, c'est pas... Elle fait croire aussi qu'il y a une démarche honnête de journaliste. Effectivement, tu as tout à fait raison. Et... Elle commence comme ça. C'est pas sûr, c'est pas le cas. Malgré les mises en garde, trop dangereux, trop compliqués, je passerai du temps dans ce quartier et ne filmerai qu'en caméra ouverte. La musique est flippante, hein. À l'aube, la Villeneuve se réveille. Oui. Oui. Quand on sort de la nuit, qu'on voit le jour, on nous parle de la Villeneuve. Mais c'est quoi la Villeneuve? Pour nous, on sait ce que c'est. C'est tous les bâtiments qui sont autour du parc. 14 000 habitants, ça fait beaucoup. Et les images qu'on voit, c'est un morceau de la Villeneuve, un petit morceau de la Villeneuve. Et c'est ce morceau-là que l'on va voir tout au long du documentaire. Là, il y a un mensonge éhonté, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune présentation physique du quartier. Il n'y a pas une vue d'avion, par exemple, qui montrerait sur quelle superficie ça se passe, et ainsi de suite. Malgré les mises en garde trop dangereux, trop compliquées, j'ai rapproché ça de quelque chose que j'ai lu dans le livre de Jérôme Berthaud, où il dit « Les journalistes que nous avons rencontrés ont donc d'abord intériorisé qu'ils devaient toujours se tenir sur leur garde. Une peur collective se répand, plutôt que d'être concentrés sur la découverte des lieux et des personnes visitées. Ces producteurs d'informations se soucient en permanence de respecter un quasi-protocole de sécurité. Et je me dis, si elle n'avait pas entièrement intériorisé les mises en garde, si elle n'avait pas peur, en fait, elle aurait peut-être perçu qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu ridicule de se présenter comme un Zorro intrépide qui ose prendre le tram A, alors que nous tous, on le prend tous les jours pour aller au centre-ville, pour aller au boulot, pour aller à l'école. Et peut-être qu'un Arlequin aurait vu autre chose que des kilomètres de béton, qu'elle aurait vu qu'il y avait un parc. Et peut-être si un jour c'était pas comme aujourd'hui, elle aurait pu voir même les montagnes. Et je pense quand même qu'elle arrive avec son lot d'idées préconçues et finalement c'est peur. Moi, c'est une question
D'après ce qu'on m'a dit des gens qui avaient été interviewés et pas montrés dans ce reportage, je pense qu'en 3 semaines, elle a vu le parc, elle a vu le soleil, elle a vu les gens, elle a tout vu, elle a trié. Enfin, c'est pas possible de rester 3 semaines là-dessous devant le patient. De nuit. Ouais, justement, je trouve que c'est intéressant par rapport à... Non, mais même sur la puissance des représentations qui vient pas... que la réalité vient pas modifier, c'est-à-dire qu'elle arrive avec peut-être effectivement la peur du quartier, et ce qu'elle va voir ne peut venir que renforcer ce qu'elle croit déjà, et que même quand ce qu'elle voit pourrait venir contredire les images qu'elle a ou les idées qu'elle peut avoir, et ben ces préjugés sont plus forts que ce qu'elle peut voir, à mon avis aussi. Ou peut-être que c'est pas vendeur, effectivement. Mais... Donc la question c'était quelle commande, du coup peut-être celle d'envoyé spécial. C'est une grande question qu'on se pose effectivement sur les motivations d'un tel reportage et pourquoi il arrive à ce moment-là, et pourquoi il est monté comme ça, et pourquoi c'est ce sujet-là, et voilà. De ces nuits agitées. Il est 6h du matin et Mama, une des 35 femmes de ménage de la cité, du voisin, de la voisine, et ça fait plaisir. à 32 ans et après des années de chômage, cet emploi est un nouveau départ pour cette mère de 2 enfants. Arrivée d'Algérie il y a 6... Donc en fait, quand elle tombe sur quelqu'un qui travaille, elle a été au chômage avant, cette personne. Donc l'idée du travail est forcément associée au chômage. Et ensuite, elle balaye le nom des mères. Le nom des mères est effacé par une mère qui est en situation précaire, enfin qu'elle présente comme ça. Mama vit aussi dans le quartier. Dans la plus grande barre d'immeubles de la Villeneuve, l'Arlequin. Un ensemble long de plus d'1 kilomètre. Et seuls les initiés peuvent s'y retrouver. Ouais, parce que là, si vous voulez, on est dans l'immeuble numéro 20. Voilà, on n'est pas au 10. Et ce qui fait le 14, c'est le 24. C'est un petit peu compliqué. Exactement, c'est le langage arlequin. Alors vous avez le facteur qui se porte toujours. Vous avez les personnes qui remettent des folies, c'est pareil. Agnès. Non, mais moi je trouve que ça c'est le moment le plus marrant parce qu'en fait, d'abord nous on s'y retrouve, même si on se perd des fois, parce qu'on ne trouve pas ça tout le temps si affreux que ça. Et puis voilà, elle lui explique tout et n'importe quoi et c'est vraiment un moment qui est plutôt comique quand on habite ici, quoi. Plutôt sympathique. Et c'est sympa et elle dit ça avec le sourire. Enfin là, maman, elle est super. Enfin voilà. Merci. Et puis elle ne cherche pas à comprendre vraiment quand même au fond comment ça fonctionne. Elle ne va pas jusqu'au bout. Ce qui l'intéresse, c'est qu'effectivement ce soit compliqué de s'enterrer dans le quartier. Pour avoir discuté avec maman, c'est vraiment une discussion qu'elles ont eue comme ça en montant dans un ascenseur. Et prendre du temps dans ce reportage-là pour ça, c'est juste perdre du temps. Et oui, c'est malhonnête. Elles ont dit autre chose de plus intéressant. Elles ont discuté juste de ça comme ça, qu'elles passent 30 secondes sur ça, c'est juste inutile. Il y a le fait aussi que la mise en scène de Mama, c'est-à-dire la déambulation dans la coursive pour aller de là où elle travaille à son appartement, si vous avez bien regardé, on va à droite, à gauche, à droite, à gauche, c'est-à-dire ça accrédite l'idée qu'à Villeneuve, c'est un labyrinthe et qu'on ne s'y retrouve pas. Donc, oui, c'est sûr, c'est ce que je voulais dire. C'est malhonnête. Elle poursuit sa démonstration comme quoi c'est un labyrinthe. Et en utilisant effectivement ces dires de la dame dans l'ascenseur. Mais c'est pour renforcer le flou sur le fait qu'on ne se retrouve pas à la Villeneuve, c'est un labyrinthe, c'est une forteresse, personne ne sait comment aller à l'intérieur. Et là, on est au 12 normalement.
Je suis la première à défendre quand même la Villeneuve, j'y vais vite depuis quand même fort. Mais c'est quand même un labyrinthe pour les gens qui ne connaissent pas la Villeneuve, il faut le dire. Vous vivez depuis longtemps, moi aussi je ne viens plus, mais d'une manière générale, les gens qui arrivent, il faut aller les chercher au tram, il faut les chercher à grande place. Comme dans tout quartier où les nouveaux arrivent, mais non, mais je veux dire que c'est des endroits. Alors maintenant, disons que la signalétique a été très bien faite, mais pendant un certain temps, au début de la Villeneuve, c'est vrai que les gens se perdaient. On les récupérait d'un côté ou de l'autre. C'est la réalité, il faut quand même le dire. Bien sûr. Comment bien sûr. Et je suis désolée, c'est une question de... Voilà. Oui, voilà, oui. Moi je vais un petit peu dans le même sens. Je pense que le côté labyrinthe ou difficile à se repérer, je pense qu'il ne faut pas le nier. Encore aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a 2 heures, j'ai entraîné un groupe qui allait complètement en sens contraire et qui cherchait l'arbre fruité partout dans le parc et qui était parti dans la direction opposée. Donc ça, je crois que c'est un fait que les gens ont du mal à se repérer et je ne pense pas qu'il faut le nier parce que ça nous dessert de nier tout. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on calcule le temps où on voit que des couloirs ou la coursive. Parce que je trouve qu'on ne voit que ça. Couloir, coursive, couloir, dans un sens, dans l'autre, etc. On ne voit ni les appartements, ni le parc, ou alors la grande muraille, mais pas des labyrinthes. Mais justement, ce qui est le problème pour moi avec cette émission, qu'elle commence pour comprendre le quartier par l'extérieur. Et elle continue de le faire. Donc, pour comprendre le quartier, elle commence avec les policiers, qui sont complètement extérieurs au quartier, et ils le confirment avec ce qu'ils disent. Et quand elle reste sur la thèse de labyrinthe, ça c'est aussi une image de l'extérieur. Et donc pour moi, c'est 2 faux points de départ pour comprendre le quartier, ce qu'elle prétend de vouloir faire. Il faut qu'on avance et il faut qu'on essaie de rester sur, effectivement, même, c'est ce que je trouve tout ce qui est très intéressant, qu'on reste sur les images, parce que sinon on va défendre les coursives, telle montée, enfin voilà. Mais merci, hein. C'était pas une critique, c'était juste pour dire qu'il faut qu'on avance. Juste, en termes d'image, en fait, moi ça me fait penser à... Bon, je suis un informaticien, je suis un peu geek. La symbolique de ces images, en fait, c'est un jeu qui s'appelle Doom. Voilà. On ne connaît pas tous. Doom, alors c'est un jeu, en fait, vous êtes dans un labyrinthe comme ça, un peu claustrophobe. Et puis vous êtes en caméra subjective, vous avez une arme, et vous désignez tout ce qui bouge. En fait, tous les zombies que vous avez trouvés, qui vont sortir d'un couloir, comme ça. En fait, c'est Doom, en fait, l'inspiration de cette séquence-là. Voilà. Ils sont dans un jeu vidéo. Voilà. Et toute cette dramaturgie, en fait, le problème, c'est que c'est comme ça qu'on éduque nos policiers. Donc c'est assez dangereux. Voilà. Oui, je voulais... c'est pas anodin si elle a choisi cette coursive en plus, parce que toutes les coursives ne sont pas peintes comme ça. Cette impression visuelle de plonger dans une piscine, enfin, vous voyez, vous parliez tout à l'heure de l'effet visuel de rétrécissement. Bon, c'est beaucoup battu pour qu'on ne nous peigne pas les coursives à moitié comme ça. Mais bon, certains sont compréhensibles. Il y a la dame là qui m'a parlé. Alors, je reviens sur la complexité du lieu. C'était lors de la construction de ce quartier, ça a été fait volontairement. C'est-à-dire qu'avec cette complexité, il comptait garder l'esprit des gens en éveil. D'accord ? Et c'est très intéressant, compte tenu de la façon dont c'est perçu maintenant et de la dégradation du désir de perception
qui se met en place dans tous les cas. On avance. On est contre la complexité. Et les jeux vidéo vont dans ce sens-là. Et l'étroitesse, la façon dont c'est filmé, va dans ce sens-là aussi, dans le sens de satisfaire les désirs. On va rejoindre le bus. À sa pause, elle a pris l'habitude de venir embrasser ses filles. C'est sa mère qui les garde. Tiens, ton bébé, il est là. Mama élève seule Shaima à 2 ans et Radija à 6 ans. À la Villeneuve, on compte 2 fois plus de mères isolées que sur l'ensemble de Grenoble. Donc elle apprend les vrais mots. C'est dur parfois d'être une maman qui élève seule ses enfants. Il n'y a pas de source à cette information. Oui, voilà. Surtout quand je tombe malade, c'est la misère. À la naissance de son aîné, Mama est venue vivre seule en France. Son mari est resté au pays. Papa est où? En Algérie. Il m'a jamais vu. Et c'est bientôt qu'il va venir. Chez moi. Où est maman? Maman? Salutez. Mama veut réaliser le rêve de sa... Pardon. J'ai parlé tout à l'heure du petit film qu'on était en train de faire et qui va être monté dans 10 jours. Et j'ai discuté donc avec Mama un soir où elle a été filmée. Et je me permets donc de le dire parce que ça va être rendu public. La journaliste ou France 2 ou qui que ce soit n'a jamais demandé d'autorisation pour filmer ces 2 enfants-là qui sont plus que mineurs, on peut le voir. Et elle se permet de passer dans son reportage une information qu'elle sait fausse, parce qu'en ayant parlé avec la mère, elle sait que les enfants vont en vacances avec leur père 1 à 2 fois par an. Donc la journaliste était au courant que les dires de la petite fille de 6 ans étaient un petit peu embrouillés pour elle et qu'elle disait ne pas connaître son père alors que c'est faux. Voilà. Et on n'a pas la question de la journaliste avant. On n'a pas la question de la journaliste avant et elle s'est permis sans autorisation et de diffuser ces images-là de ses enfants sans rien demander à personne, ni à l'oral ni à l'écrit. Et quand elle est venue chez elle, se rendre dans la chambre des enfants sans forcément que notre maman s'en rende compte puisqu'elle est en train de préparer un café pour le livre. Donc je tenais à partager l'info vu qu'elle va être rendue publique, c'est vraiment grave ce qui s'est passé sur cette séquence. Fille, obtenir des papiers pour son mari. Cynthia, une copine et voisine, la soutient au quotidien et l'aide dans les dossiers. À la Villeneuve, plus que n'importe où ailleurs, élever seul ses enfants, c'est craindre pour leur avenir. Stop. Ailleurs, c'est facile. Ailleurs, c'est super facile. Voilà, donc juste cette phrase aussi, simplement la souligner. Parce que de nos jours, je veux dire, c'est important d'être derrière les enfants. Le papa, il a son rôle dans la famille, quoi, je veux dire. Et puis, pour éviter les mauvaises tentations, les mauvaises fréquentations, ça c'est important. Ouais. Ça c'est important. On a l'impression qu'on vit aux États-Unis, on a l'impression que c'est des gangs, on a l'impression que c'est des petits jeunes qui ne font rien du tout de la journée, mais que le soir, voilà, on vit dans la crainte tous les jours. Ma fille, elle n'a pas encore ses 13 ans, elle n'a que 6 ans. Camille. Non, je voulais juste noter le fait que c'est coupé entre les deux et qu'en fait elle est en train de minimiser. Justement de dire que c'est pas si grave, qu'en fait c'est grave parce que c'est des jeunes qui n'ont rien à faire de leur journée et que le soir ils font un peu des bêtises. Et à ce moment-là c'est coupé et la journaliste elle prend un autre morceau de conversation où elle dit on vit dans la crainte et on ne sait pas du tout de quoi elle était en train de parler en fait. Et juste l'enchaînement fait qu'on, si on ne fait pas très attention, ça fait ah bah ces petits jeunes ils font qu'on vit dans la crainte. Tout à fait, il y a un montage là et qui est évident. Et en plus... On va la regarder. Ça doit être par là, hein. On a l'impression qu'on vit aux États-Unis, on a l'impression que c'est des gangs, on a l'impression que c'est des petits jeunes qui ne font rien du tout de la journée, mais que le soir, voilà, on vit dans la crainte tous les jours. Ma fille, elle n'a pas encore ses 13 ans, elle n'a que 6 ans, je pense déjà ses 13 ans et ses 14 ans. Comment je vais essayer de gérer ça? J'espère bien que le papa soit là pour lui donner, voilà, pour être calme avec elle. Il me semble avoir des préoccupations tout à fait légitimes d'une mère, tout
tout à fait positive, qui ensuite souhaite aussi que le père ait une place dans la famille, et c'est plutôt présenté comme un abandon de la part du père de la cellule familiale, et effectivement, elles parlent toutes les deux de l'importance du père, et Cynthia passe pour une mère isolée, ou seule, puisque les mères du quartier sont seules, alors qu'elle est mariée. Voilà. Donc, il y a aussi ce style de... C'est pas dit hein, qu'elle est seule, mais c'est comme c'est... Voilà. Pas pour Cynthia, pour Mama, oui, mais pour Cynthia, c'est pas dit, mais en même temps, il n'y a pas d'homme, il n'y a rien. Mais même dans le reportage, quand elle dit, elle fait dire à sa fille qu'elle n'a jamais vu son père, elle fait dire à sa fille de 6 ans qu'elle n'a jamais vu son père, la reporter, alors qu'elle a une petite sœur de 2 ans, qui est née par... Et j'espère. Pour protéger leurs enfants, ces mères vivent entre elles dans leur appartement, loin des bandes qui, dehors, occupent le pavé. Impression de monde qui ne se croisent pas. Mais qui sont ces jeunes qui font régner leur loi? Sans intermédiaire, il est impossible de les filmer. Mon guide s'appelle Nabil, il a 32 ans. Alors là, c'est une des seules images sympas qu'elle aurait pu montrer, c'est-à-dire que c'est en plein jour, il y a des familles et des enfants, ils sont à la sortie de l'école, ils sont posés, et elle passe à toute vitesse, avec une moto qui oscille, et du coup, il y a on peut pas bien voir l'image, et on ne peut pas sentir que c'est un moment paisible de la vie du quartier. Oui, il faut un guide comme en territoire. Oui, en fait, il faut un guide. Ce sont scooters, ils m'emmènent à leur rencontre. Bon, déjà, il y a un bon spécial, si tu veux parler. Nabil a connu la prison et aujourd'hui le chômage. C'est une des figures de la cité. Il m'a fallu des semaines pour le convaincre de nous aider. Mais pour être interviewé, Nabil et les siens posent leurs conditions. Attends, micro. Ce qui est grave, c'est la figure du quartier, c'est quelqu'un qui sort de prison et qui est au chômage. Ça, c'est la figure du quartier, donc c'est la face du quartier. C'est le visage qu'on rencontre tous les jours du quartier. C'est hallucinant, on donne ce visage-là au quartier. Chômage, prison. C'est hallucinant. Et jeune. Et jeune. Et puis, vous avez remarqué la manière dont l'autorisation de filmer les jeunes est faite. Oh les gars, c'est David qui dit ça en passant. Oh les gars, il y a un envoyé spécial qui veut vous poser. J'imagine que la journaliste, quand elle interviewe le maire d'une ville, elle prend rendez-vous, et longtemps à l'avance, et puis elle est là. Là, on ne demande pas d'autorisation. C'est à la volée, comme ça. Et après, on s'étonne que les gens ne veulent pas répondre. Et puis pareil, elle a embarqué... alors après, les motos, dans le quartier, on sait que c'est pas simple, mais elle est sur sa moto avec lui, et elle passe au milieu des gens sous la galerie. Pardon, c'est le caméraman. Juste par rapport à la question de l'autorisation, en fait, moi, quand je vois ces images où on passe vite en scooter, que limite c'est le sol qui est filmé, enfin on voit très peu d'environnement, justement où il y a le passage dans le parc, j'ai l'impression que c'est un travail bâclé, c'est-à-dire que son travail de journaliste aurait été effectivement de demander des autorisations de droit à l'image pour toutes les personnes qui étaient autour d'elle à ce moment-là, et que la facilité c'est d'orienter la caméra sur les pieds des gens, et que du coup on montre pas la réalité, quoi. Enfin, du coup c'est un travail facile, quoi. Elle fait ses images, elle produit ses images, mais elle va pas au bout de son travail qui serait de relever un peu la caméra, de montrer l'humanité qu'il y a dans le quartier, quoi. Est-ce que tu peux revenir? Question. Oui, et puis de la même façon qu'elle était, comment
dit, embarquée chez les policiers. Là, elle est embarquée par Nabil. Elle se promène sur le scooter, comme si c'était un moyen naturel de se déplacer à Villeneuve. Et ma foi, ça n'a pas l'air d'étonner. Tu veux que je revienne à... Tu m'arrêtes. Là? De les filmer. Mon guide s'appelle Nabil, il a 32 ans. Sur son scooter, il m'emmène à leur rencontre. Bon, mais là, il y a un envoyé spécial, est-ce que tu veux parler? Nabil a connu la prison et aujourd'hui le chômage. C'est une des figures de la cité. Il m'a fallu des semaines pour le convaincre de nous aider. Mais pour être interviewé, Nabil et les siens posent leurs conditions. Par contre, je parle pas des blogueurs. Ouais, parlez pas de ça, on va parler pas de ça. Faut pas en parler, ça. Ne pas parler du lynchage de 2 jeunes par une bande du quartier. Un double meurtre qui a ému la France entière en septembre dernier. Alors normalement, c'est le sujet du reportage. Et il arrive à 10 minutes du reportage. 10 minutes depuis le début. Hein. Bien sonner les 10 minutes d'ailleurs. Et d'une manière aussi, de façon assez brutale. Est-ce qu'on peut revoir les dialogues plus que les images? Comment s'est présentée l'histoire de Paris? On dirait qu'il y a l'horaire. Tu m'arrêtes? Mais pour être interviewé, Nabil et les siens posent leurs conditions. Micro. Ne pas parler du lynchage de 2 jeunes par une bande du quartier. Un double meurtre qui a ému la France entière en septembre dernier. Ici, il n'y a aucune fille, que des garçons. Et ils veulent faire leur show devant la caméra. Les gens, là, les habitants, ils nous disent que c'est le bordel tous les jours. Bah, c'est normal, c'est le bordel, madame. Eh ben, si c'est le bordel tous les jours, ils ont déjà déménagé. C'est pas moi, ça fait... on est peuplés en bas. Moi, ça fait 32 ans que j'habite là, et franchement, je te dis la vérité, je me sens bien. Derrière ces propos provocateurs pointent des revendications. Où est le micro? Attends. Vous avez noté tout à l'heure quelque chose de très important avec le face-à-face entre la police et les jeunes. Comme quoi la caméra avait une influence sur la façon de faire des jeunes et la façon de faire des policiers. Là, elle le précise, là. Voilà, devant la caméra, attention, les gens faire leur show. Mais par contre, elle oublie de le préciser avant. Elle oublie de dire qu'à chaque fois, la caméra a une conséquence, a une influence sur la réaction des gens. Mais là, elle le précise parce qu'elle sait que ça va donner envie de regarder lui. Ils font leur show devant la caméra, etc. Parce qu'ils font quelque chose, voilà, avec une moto, etc. Donc ça fait aussi toujours sensationnel. Mais elle oublie de dire à chaque fois quand c'est important de le préciser. Et ça, c'est dommage. Ah, mais même, je ne sais pas si ça lui échappe pas, c'est-à-dire que ça lui échappe pas, mais en même, quand elle fait son commentaire, elle reconnaît en fait qu'elle manipule par l'image. Elle n'est pas dupe de ce qui est en train de se passer, quoi. Et que c'est pas ce qu'ils sont qu'elle montre, c'est l'image qu'ils veulent donner. Elle n'est pas obligée de les montrer aussi, hein. Si, mais c'est ça qui m'intéresse. Tous sont au chômage et passent leur journée à tenir le mur, comme ils disent. La priorité pour tous ici, c'est de trouver un travail qui permettrait par la suite d'avoir une vie sociale et tout ce qui s'ensuit. Mais là, on veut dire qu'il est bloqué au... Pourquoi elle floute la casquette? Comme on connaît la chanson, il est bloqué au sous-sol. Et vous, par exemple, comment vous faites? Bah moi, je fais semblant avec des vestes d'H&M à 20 €. Je me réveille, je bois des coups, là, je taquine. Bah, comme tout le monde, on travaille. Alternance de petits boulots à droite à gauche. Ça va un moment, j'allais dire, parce que c'est pas avec ça que je vais mener ma vie. C'est pareil pour les camarades. Bon, comptez quand même qu'on est dans une ville, qu'on a les montagnes, il n'y a même pas une heure, qu'on n'est jamais allé skier, alors que les gens viennent de Russie, de Los Angeles. Bon, on arrête juste pour le principe. Hein, petite allusion. Et moi, j'ai relevé une petite allusion à tenir le mur, qui est une allusion implicite à un phénomène plutôt algérien.
Donc pour dire que c'est peuplé d'Algériens ou c'est la vie à l'Algérien. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est une référence aux hétistes, comme on les appelle, ceux qui tiennent les murs. Et c'est un phénomène bien connu en Algérie. De toute façon, effectivement, on a l'impression que les jeunes, ils sont forcément issus d'étrangers. Enfin, c'est des jeunes maghrébins. Et puis c'est comme ça depuis le début. Les personnes qu'on voit, elles sont toutes d'origine étrangère. Les petits blancs comme moi, on n'en voit pas dans le reportage. Ils ne sont pas étrangers, ils sont français. D'origine étrangère, dis-je. Hein, parce que quand même, on n'est pas tous pareils. Mais... Et nous, madame, on habite à 1 heure d'ici, on n'a jamais skié notre vie. Moi, personnellement, j'ai jamais skié. J'ai fait que de la luge sur les collines de la ville du parc. Micro. Ouais, donc là, moi, à mon avis, il faut resituer ça. Je crois que c'est l'article de Télérama qui a été assez bon là-dessus, sur le mode du happening. Son idée à Nabil, c'est de vraiment réussir à faire rire. Donc il dit un certain nombre de conneries dans le lot. Et il a essayé de faire rire et la galerie, mais également l'image. Et il avait déjà fait dans cette salle-là, salle 150, avec Jean-Luc Mélenchon, ça s'appelait le coup du lapin. Et du coup, en fait, il faut plutôt le prendre sous la forme du happening. Voilà, donc après on peut aimer, pas aimer, etc. Sauf que la journaliste, qui est censée faire un travail sérieux, est tombée dans le panneau. Elle s'est fait piéger. Donc, il ne faut pas sous-estimer, moi je pense, l'instrumentalisation de la journaliste par Nabil et par les jeunes. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. C'est bien ce qu'on lui reproche. Revenez sur l'image précédente, s'il vous plaît. Parce que cette image précédente, hein, elle me rappelle une autre image. Tu m'arrêtes, arrête-moi. On finit, oui. Voilà. Celle-ci, reviens, vas-y, continence. Elle me rappelle une image, bien sûr, qui est plus jeune, stop ici, voilà. Alors, bien sûr, c'est toujours classique, on finit toujours par remonter la guerre, 39-40. Mais pour les plus anciens, ils se rappellent que les nazis, arrêtant des soldats français, des soldats africains français, les faisaient danser devant la caméra pour montrer les sauvages en train de danser. Et ça m'a. Quand j'ai vu cette image, j'ai tout de suite vu cette image de 1940. Alors, excusez-moi pour les anciens qui peuvent la connaître, mais moi ça m'a frappé. Je ne sais pas, toi, là, ça m'a fait longtemps. Des rires pour oublier que leur horizon est restreint. Un jeune sur deux serait au chômage. Beaucoup ont abandonné l'école tôt, après avoir été scolarisés dans ce collège, aux allures de soucoupe volante. Classé zone d'éducation prioritaire, il accueille 315 élèves de 24 nationalités différentes. Absence de mixité sociale et violence. Depuis 5 ans, la CPE, Madame Spelzat, se... Bon, ben là, c'est la même chose. Il y a une caméra qui est placée devant des enfants. Et on peut se demander dans quelle mesure elle les a pas instrumentalisés, les enfants, et dans quelle mesure aussi, parce qu'il y a une caméra, ils se battent, voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Je voudrais dire qu'il y a quelque chose qui est répété tout le temps, y compris aussi par des gens tout à fait respectables, mais qui est totalement faux. C'est la moitié des jeunes sont en chômage, c'est la moitié des jeunes qui cherchent à travailler. Mais dans nos quartiers, notamment parce qu'ils ne sont pas loin des lycées, le taux de scolarisation et le taux de jeunes qui poursuivent leurs études, que ce soit en BTS, en IUT, en fac, il est important. Et donc c'est une minorité. Jusqu'à 20 ans, il y en a très peu qui sont... Il y a un vrai phénomène, je ne nie pas ni la gravité, ni quoi que ce soit, du chômage des jeunes qui sont en échec scolaire, notamment qui sont sortis à 4e, 3e, etc., sans diplôme. Ça, c'est un vrai problème et c'est un très grave problème. Mais pour tous les autres qui continuent, il y a une petite proportion qui cherche à travailler. Et nos immeubles sont pleins de jeunes qui étudient. Mais quand on dit la moitié des jeunes sont au chômage, on a l'impression que la moitié des jeunes sont en bas des immeubles à ne rien faire. Non, c'est pas vrai, heureusement. Bien sûr, elle ne parle pas du niveau d'études, et d'ailleurs elle utilise le conditionnel, donc ça veut dire qu'elle
Micro d'ailleurs. Sur cette séquence-là, la cour de récréation. Des sauvageons en train de se battre, quand même, hein, la Rix. Le décalage entre le commentaire et l'image, j'aimerais revoir la séquence. Il rigolait en plus. Bien joué. Tout à fait sûr d'avoir vu une Rix. C'est même pas la peine de s'arrêter à ça. Section prioritaire qui accueille 315 élèves de 24 nationalités différentes. Absence de mixité sociale et violence. On rentre pas dans leur quartier pour venir bosser. C'est eux qui viennent au collège et que ce collège, il est posé là, ici, au cœur du quartier, oui. Mais que c'est un collège de l'éducation nationale, un collège de la République, comme on peut se trouver en plein centre-ville ou ailleurs, quoi. Ça, c'est dur quand même de... Je voulais juste préciser qu'ils avaient parlé de 24 nationalités différentes et dans la seconde qui suit, violence. C'était déjà le cas sur le problème, parce que le père il est en Algérie tout à l'heure, en fait. La diversité culturelle, pour eux, c'est un handicap, c'est pas pour nous. Et en même temps, ils enchaînent aussi avec cette histoire de mixité sociale. Enfin, c'est un leitmotiv. C'est un leitmotiv dans le quartier et je fais partie de celles et ceux qui seraient assez persuadés que c'est faux. En fait, ici, par notre vécu, il y a des gens de plusieurs couches sociales. Il y a eu peut-être une légère perte de la mixité sociale qu'il y a pu avoir avant, mais c'est encore un des quartiers qui est le plus de mixité sociale, justement. On ne va jamais voir à Europol s'il y a des personnes pauvres pour faire la mixité sociale. Voilà.